Les partenariats publics-privés. Comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics? Évaluer la viabilité et les risques d'un projet de PPP. Au cours des 2 dernières semaines, vous vous êtes penché sur le rôle des partenariats publics-privés ainsi que sur les institutions et les cadres nécessaires à leur bon fonctionnement. Nous allons à présent passer à l'étude des projets eux-mêmes. Nous allons commencer à examiner le processus qui consiste concrètement à contracter un partenaire privé pour un projet spécifique. Pourquoi une entité privée souhaite-t-elle participer à un projet de partenariat public-privé? Ce qui motive le plus le partenaire privé, c'est la perspective d'un taux de rendement raisonnable en échange du temps, de l'argent et des efforts qu'il consacre au projet. Il peut aussi être motivé par le désir de créer une infrastructure utile pour la société, qui produira de la valeur pour la collectivité. Toutefois, la principale motivation du partenaire privé qui prend part à un PPP, c'est la volonté de participer à un projet commercialement viable qui offrira un rendement raisonnable pour l'investisseur privé et pour les bailleurs de fonds. Quels sont les ingrédients d'un projet commercialement viable? Que doivent faire les pouvoirs publics pour montrer à leurs partenaires potentiels que leur projet est commercialement viable? C'est en fait l'un des éléments les plus importants de ce que l'on appelle habituellement l'étude de faisabilité approfondie qui intervient à cette étape du projet. La viabilité commerciale d'un projet dépend principalement de sa capacité à générer des flux de trésorerie substantiels dans les années à venir, un solide flux de recettes qui contribuera à la viabilité commerciale du projet. Il devra être suffisant pour couvrir les frais d'exploitation et d'entretien du projet pendant toute sa durée de vie et pour générer un excédent d'exploitation afin de rembourser l'emprunt et rémunérer les investisseurs en fonds propres. La durée de vie du projet est généralement appelée durée de la concession. Par exemple, dans le cas d'une concession autoroutière, ce sont surtout les recettes générées par les péages qui assureront la viabilité commerciale du projet. Le coût de l'entretien et de l'exploitation de l'autoroute seront les coûts d'exploitation. L'excédent servira à rembourser l'investissement de départ qui a permis de construire ce bien. La capacité du projet routier à générer des revenus futurs grâce au péage doit être démontrée sur la base de projection de la demande de trafic, ce qui nécessitera de mesurer la fréquentation, d'estimer la volonté de payer des usagers de cette autoroute sur la base de modèles de réorganisation spatiale du trafic montrant le volume de trafic qui se reportera depuis d'autres routes vers celle-ci, etc. Penchons-nous maintenant sur la question des risques. Il est impossible de discuter du rendement attendu par les investisseurs si l'on n'évalue pas les risques encourus. Un rendement élevé ne sera pas pleinement satisfaisant si les risques associés sont importants. Les types de risques auxquels sont exposés les projets d'infrastructure sont très nombreux. Les coûts de construction peuvent exploser. Le prix des matériaux, comme l'acier et le ciment, peut fluctuer fortement. Les coûts et les délais de construction peuvent être dépassés. Les projets d'irrigation ou d'hydroélectricité sont très souvent confrontés à des problèmes géologiques inattendus. Il y a aussi le risque lié à la fréquentation de la route. Ou encore, quel sera le volume d'eau consommé par les usagers d'un projet d'adduction d'eau, ou la quantité de courant consommée par les usagers d'un projet de production ou de distribution d'électricité. Le coût de l'endettement peut devenir exorbitant si l'on assiste à une flambée des taux d'intérêt variables. Si vous avez contracté un emprunt en devise, vous êtes exposé à un risque de change si votre monnaie se déprécie fortement. Les risques politiques sont endémiques. Très souvent, les autorités cèdent aux pressions politiques et de l'opinion publique et acceptent de baisser les tarifs, de modifier le droit foncier, etc. Dans ces cas extrêmes, il est arrivé que l'État nationalise ou reprenne des projets de PPP, en pensant, à juste titre ou non, agir dans l'intérêt national. Les troubles sociaux dus à des conflits idéologiques, à des préoccupations environnementales ou le mécontentement suscité par l'acquisition des terrains peuvent également nuire à un projet de PPP.
Comment gérer ces risques? Et comment prouver aux partenaires privés, avant de commander le projet, que vous avez une solution pour gérer ces risques? L'étude de faisabilité détaillée comporte généralement une grille d'évaluation des risques complète. La gestion des risques compte 3 grands volets: l'identification, l'atténuation et la répartition des risques. Il faut pour commencer identifier tous les risques afin de ne pas s'engager à l'aveuglette. Puis, à l'aide de toutes les informations que l'on peut obtenir sur chacun de ces risques, on essaye de les atténuer. On essaye de réduire le risque en rendant le projet plus sûr. Prenons par exemple le risque lié au trafic ou à la demande. Plus vous réalisez d'études, plus votre analyse sera approfondie et permettra de prévoir la demande future. Plus vous réduirez les risques et serez à même de les gérer. Mais même avec tout cela, vous ne pourrez pas éliminer tous les risques. Par conséquent, en fin de compte, il faut réfléchir à la manière de répartir ces risques entre les parties prenantes. Comme vous le savez, les partenaires sont nombreux. Il y a beaucoup de parties prenantes dans un PPP. Il y a le promoteur du projet ou le partenaire privé, les investisseurs privés, les bailleurs de fonds, les entrepreneurs, les exploitants, les consultants, etc. Les risques doivent être répartis entre les différentes parties, entre les différents acteurs du projet de PPP. La règle d'or pour la répartition des risques consiste à faire supporter chaque risque par l'entité qui est la mieux à même de le gérer. Car si le risque est mal réparti, s'il est supporté par une entité qui n'est pas en mesure de le gérer, elle finira par externaliser ce risque, ce qui finira par alourdir le coût du projet et aboutir à une situation où toutes les parties sont perdantes au lieu d'être gagnantes. Reprenons l'exemple du projet routier. Il est courant qu'on demande au concessionnaire d'assumer le risque lié au trafic, qu'on lui demande d'assumer le risque lié à la demande. Mais on sait que les projections de trafic sont fluctuantes. Le pont à péage Delhi-Noida, à l'est de Delhi, au bout de 7 ans, n'avait toujours pas atteint le volume de trafic qu'il aurait dû atteindre dès la 2e année, alors que les études de trafic avaient été réalisées par les meilleurs experts internationaux. En revanche, à l'autre extrême, l'autoroute Delhi-Gurgaon, à l'ouest de Delhi, dès sa première année de mise en service, a enregistré un volume de trafic qui n'était prévu que bien des années plus tard. Les projections de trafic peuvent donc se tromper lourdement. Alors comment faire? Comment gérer ce risque? La solution est-elle de le transférer totalement ou de le faire supporter par le partenaire privé? Peut-être pas. Cela pourrait s'avérer contre-productif. Il serait plus avisé de trouver une autre solution pour partager ce risque. Par exemple, entre le concessionnaire et l'État. Finalement, la règle d'or demeure. Chaque risque doit être supporté par la partie ou l'entité la mieux à même de le gérer. Et c'est la meilleure façon d'être certain que tout le monde y gagne. En bref, l'étude de faisabilité approfondie, qui est de la plus haute importance pour le choix d'un partenaire privé, comportera des informations sur la faisabilité du projet, des informations sur l'évaluation des risques, un plan d'atténuation et de répartition des risques, des instruments qui renforcent la viabilité du projet, ce qui en fait un document essentiel du processus. Avant de conclure, je souhaiterais évoquer un dernier point. Cette étude de faisabilité n'engage toutefois pas les pouvoirs publics à garantir la viabilité commerciale du projet. Les pouvoirs publics agiront avec diligence afin de fournir les informations. Mais c'est aux partenaires privés qu'il incombe de valider les informations reçues et d'explorer d'autres moyens d'améliorer la viabilité du projet. L'État est ici le commanditaire des services. Il ne doit pas se montrer trop directif sur la manière de mettre en œuvre le projet. En effet, cette approche fondée sur les résultats de la stratégie d'un PPP consiste à tirer le meilleur parti des innovations apportées par le partenaire privé sur le plan technologique et managérial. Il ne faut pas être trop directif, il ne faut pas laisser entendre que cette étude de faisabilité indique exactement ce qui va se passer.
Elle vous indique comment procéder. C'est aux partenaires privés, aux soumissionnaires potentiels du projet, de trouver les solutions optimales. Merci de votre attention.